Le saviez-vous? 47% de la population mondiale boit de l'eau dangereuse. Je le savais, mais le saviez-vous? L'eau est utilisée à 70% pour l'agriculture, 20% pour l'industrie et 10% pour les usages domestiques. Oh, mais je le savais. Mais est-ce que vous saviez que seulement 1% de l'eau sur Terre est douce et liquide? Je le savais, mais j'ai mieux. Saviez-vous que 80% des eaux usées dans le monde ne sont ni réutilisées ni traitées? Je le savais, mais j'ai mieux. L'eau douce accessible représente 0,007% de la masse terrestre. Ah, eh bah, je savais pas. Bah voilà. On est un groupe de jeunes âgés de 15 à 18 ans. Anaïs, Elsa, Lucie, Omisha, Stella, Et Théophile. on a déjà réalisé un documentaire sur des initiatives locales liées à l'écologie. Le groupe s'est élargi et on s'est retrouvés pour discuter d'une possible suite. En parlant, on s'est rendu compte que l'eau était un sujet très important pour nous et pour la planète. Avant de se lancer dans la réalisation, on a quand même fait des recherches sur Internet. On a regardé des vidéos YouTube, des documentaires. on a partagé nos avis sur le sujet et mis en commun nos découvertes. on a participé à un atelier fresque de l'eau. On a rencontré plusieurs experts sur le sujet. Et on est même allé à la bibliothèque. Franchement, ça prouve l'investissement. Mais il y avait tellement d'infos. On s'est rendu compte que l'eau était un sujet si vaste qui soulevait plein de problématiques. Et face à ce tsunami d'informations, on s'est juste dit Et pourquoi pas aller voir ce qui se passe autour de chez nous? On est donc parti à la recherche de personnes qui sont réellement concernées par le sujet de l'eau et qui agissent pour améliorer les choses. On a commencé par la visite de la station d'épuration qui se trouve près de chez nous à Saint-Dizier-de-Formans, car le traitement des eaux est une étape importante, mais aussi assez mystérieuse. Tout le monde se doute que l'eau de chez nous va quelque part et est traitée, mais personne ne sait réellement comment. On a décidé d'aller sur le terrain pour le découvrir. Jean-Marc Depal, responsable du service assainissement de la CCDSV, nous a accueillis et expliqué le fonctionnement de la station. Mise en service en 2021, cette station recueille les eaux usées des habitations des communes de Saint-Didier, Toussieux, Misérieux et Sainte-Euphémie. Elle sert à nettoyer les eaux usées des différentes pollutions afin de les restituer au milieu naturel. La première étape consiste à enlever les gros matériaux et impuretés comme les lingettes, les brindilles et les autres petits déchets qui se retrouvent dans le réseau, grâce à des grilles de 40 mm puis 6 mm. Ensuite, le sable est retiré par décantation. Comme il est plus lourd que l'eau, il tombe au fond et on peut l'évacuer. Et pour finir, on injecte de l'air qui fait remonter les graisses et on peut ainsi les enlever. Cette première partie s'appelle le pré-traitement. Et pour résumer, il est constitué du dégrillage, du dessablage et du dégraissage. Pour vérifier que la station respecte les obligations réglementaires, des analyses sont effectuées 2 fois par mois à l'entrée et à la sortie. La deuxième étape se passe dans un ouvrage circulaire de 3000 m3. Le carbone, l'azote et le phosphore, des pollutions produites par les effluents humains, sont mangés par des bactéries aidées par des apports d'oxygène et de chlorure ferrique. Cela correspond au traitement principal qui utilise la biologie et la chimie pour dépolluer les eaux usées. L'eau est d'une importance considérable dans les pratiques druidiques. Symboliquement, l'eau de la source est une sorte de don des puissances invisibles qui règnent au cœur de la terre. L'eau est fécondante. Les ruisseaux, les rivières, les fleuves ont le même caractère sacré, parce que sans eux, toute vie serait impossible. De nombreux sanctuaires se trouvaient à la source des rivières, en particulier la Seine, où l'on a retrouvé de nombreuses offrandes. Dans la mythologie nordique, le frêne d'Yggdrasil, un arbre de vie reliant tous les lieux de l'univers, de la terre jusqu'à l'enfer et au paradis, avait sous une de ses racines la source de Mimir, Mimir étant le dieu de la sagesse.
Quiconque buvait à cette source pouvait avoir le savoir universel. Il se trouve que Odin, le roi des dieux, avait soif de savoir, et qu'un jour, il donna à Mimir son œil en échange de l'autorisation de boire à sa source. La dernière étape consiste à filtrer de manière très fine grâce à une toile filtrante de 10 micromètres. Cela retient les dernières impuretés, notamment les résidus de phosphore. L'eau traitée est enfin restituée à la rivière du Formant après un passage dans une zone végétalisée. À la sortie de la station, l'eau n'est pas potable, mais elle est compatible avec un rejet dans le milieu naturel. Lors du traitement de l'eau, les bactéries forment des boues qui vont tomber au fond. Cette matière va être récupérée et déversée dans les lits plantés de roseaux. Les boues vont très progressivement se déshydrater et se minéraliser. Elles pourront plus tard être utilisées en compost et pour l'épandage agricole. Après avoir vu le traitement de l'eau et son rejet dans le Formant, on a voulu suivre son chemin et mettre les pieds dans l'eau. Quentin, naturaliste pour France, Nature, Environnement et Arthropologia, nous a accompagnés lors d'une petite balade dans la forêt de Sibins pour nous faire découvrir la biodiversité qui entoure la rivière. Alors là, on est au bord ou même presque dans le Formant. Est-ce qu'il y a des espèces particulières que vous pouvez nous montrer? Ouais, carrément. Alors je vais peut-être pas forcément aller les chercher maintenant, le temps d'en parler déjà, mais on a quelques petites demoiselles bleues. Donc les demoiselles, c'est ce qu'on appelle souvent libellules au sens large. Donc celles-là, on les ailes fumées bleues. C'est ce qu'on appelle les Caloptérix. C'est des espèces qui sont habituées aux rivières, qui sont vraiment présentes que dans les rivières. Après ça vole un petit peu, elles volent potentiellement sur le plan d'eau d'à côté, mais leur reproduction se fera dans la rivière. Et là je parle que de libellules, mais sur d'autres espèces. Les amphibiens sont tous protégés par exemple, les reptiles sont tous protégés. Donc on a quelques serpents qui peuvent vivre dans ces milieux de rivières. Et par contre, voilà, si on fait disparaître l'eau, nos libellules sont plus là. Enfin, nos demoiselles libellules sont plus là. Nos Caloptérix, s'il n'y a plus d'eau, ils vont plus pondre ici. Leur cycle, en fait, c'est super important pour eux parce que là, on les voit voler, on les voit à l'extérieur, mais leur larve, elle est aquatique. Et donc en fait, elle va passer la plus grande partie de sa vie sous l'eau. Donc sur plusieurs mois, voire plusieurs années pour d'autres espèces. C'est vraiment pendant cette période sous l'eau. Et pareil pour les serpents, c'est des espèces qui vont venir chasser dans l'eau. Les amphibiens, ils ont aussi leurs têtards qui sont dans l'eau. Voilà, la salamandre qui doit être présente, je pense, sur le Formant, la pierre, voilà, donc, qui doit aussi être présente parce qu'il y a une espèce protégée. Enfin voilà, on a plusieurs espèces qui vraiment sont liées au milieu. Et pour les plantes, c'est pareil. Des plantes de milieu humide, elles pourront survivre qu'en milieu humide. Parce que si la terre n'est pas assez humide pendant une grande partie de l'année, ces plantes-là ne vont pas survivre. Au Moyen-Âge, on racontait que le Rhône était hanté par un terrible dragon, la Mâche-Croûte. C'est un dragon légendaire dans les eaux du Rhône. À Lyon, elle serait capable de provoquer des crues et sécheresses, en plus de dévorer les humains et animaux. Au cours du carnaval de Mardi Gras, la Mâche-Croûte était promenée sous forme d'une marionnette, puis jetée dans le Rhône. La légende du poisson clupéa à grosse tête raconte qu'il remontait les eaux de la Méditerranée jusqu'à la source de la Saône, à Vieux-Ménil, où il prélevait un caillou qu'il s'incrustait dans la tête pour ensuite le rapporter jusqu'au delta du Rhône, où sévissait le paludisme. Les malades qui touchaient la pierre étaient aussitôt guéris. Est-ce que la présence de castors sur le territoire a un impact sur les demoiselles? Ou même sur les autres espèces en général? Ouais, alors le castor, il a un impact carrément. Ouais, c'est une espèce ingénieure. Ce qu'on appelle espèce ingénieure, c'est des espèces qui vont modifier le milieu. Le castor, il va faire des barrages sur les petites rivières pour remonter le niveau d'eau. Et donc le castor, en faisant ça, il va créer des nouveaux habitats.
Donc forcément, il va y avoir d'autres espèces qui vont s'y implanter, des espèces qui préfèrent les milieux un petit peu plus lents. Tout ça. Et puis après, le castor, pour l'instant, il est un peu timide sur le Formand. Je crois qu'il est présent, il est bien présent sur la Saône. Et sur le Formand, il y a eu quelques observations. Nous, pendant l'Atlas de biodiversité communale de Saint-Didier, on a vu des traces sur des troncs d'arbres vraiment qui étaient bien grignotés. On l'a en présence et ça peut jouer il a vraiment son rôle à jouer. Et puis dans les poissons, en rivière, il y a aussi des espèces protégées, il y a aussi des espèces qui sont en jeu. Il y a des espèces qui ont de plus en plus de mal à remonter les rivières parce que avec les barrages qu'on peut faire, avec les seuils, avec des endroits où les truites par exemple vont devoir remonter. Il y a aussi cet enjeu-là sur les rivières à vraiment restaurer ce qu'on appelle la continuité aval-amont. Il y a plein d'usages différents et il faut arriver à concilier ces usages pour préserver la biodiversité tout en préservant aussi les activités humaines qui sont sur le territoire. C'est pas toujours facile. Les installations humaines devenues obsolètes ont donc des impacts néfastes pour la biodiversité des milieux humides. Est-ce que des solutions existent aujourd'hui ? C'est ce qui nous a mis sur la route de David Pommier, qui est, attention ça va être long, un élu de la communauté de communes d'Ombes-Saône-Vallée, vice-président à la Gemapi et à l'agriculture. Gemapi, ça veut dire gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Il est aussi maire de Villeneuve et lui-même agriculteur. La CCDSV mène de nombreux chantiers pour rétablir la continuité écologique des cours d'eau du territoire. Nous nous sommes retrouvés avec David Pommier au Saut du Bois, un lieu ayant été réaménagé il y a quelques temps. Pour éviter le seuil qui crée un obstacle, la rivière a été redirigée pour que les poissons puissent remonter le courant. Pour vous, quelle est l'utilité de restaurer les rivières ? S'il n'y a pas une vie dans la rivière, il n'y a pas de qualité de l'eau. Et on sait que les seuils sont des freins à la circulation, à la libre-échange des sédiments et des poissons. S'il n'y a pas cette circulation-là, il n'y a pas de qualité de l'eau. C'est l'enjeu majeur, la qualité de l'eau. Et puis la quantité. Puisque comme là, sur ce site-là, on sait qu'on a une partie où on retient, ça crée une zone humide, il y a de la biodiversité. Donc l'enjeu, il est multiple en fait. Et du coup, quel est votre rôle en tant qu'élu sur ces projets ? Déjà, le premier rôle de l'élu, c'est une fois que la politique de notre projet de territoire, ça s'appelle un PCAET, est définie, le premier rôle de l'élu, c'est de le défendre et de le mettre en place avec les services. Des fois, c'est pas évident à amener, des fois, il y a pas des conflits, mais des idées contraires. Donc, il faut arriver à lever ça. C'est aussi le rôle de l'élu d'être facilitateur dans ses décisions et puis d'amener que l'intérêt, il est vraiment général. Et sur l'eau, l'intérêt, il est carrément plus que général, puisqu'il est d'utilité publique. Donc il n'y a pas lieu, et on arrive toujours à trouver un compromis et à faire pour que ça puisse se faire. Et du coup, comment est-ce qu'on peut calculer les bienfaits que les travaux peuvent avoir sur l'eau en général ? Mais la plus belle des choses, c'est visuel déjà. Et puis après, on a des bureaux d'études qui nous suivent sur le montage des dossiers, des bureaux d'études qui nous suivent sur le suivi après. Comme là, on a d'autres thématiques que la continuité écologique. On a la gestion des zones humides, on a la gestion des ripiscibles. Les ripiscibles, c'est toutes les bordures de rivières. C'est aussi un programme d'action. Et là, on a lancé le semi-marathon de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on va planter sur le restant du mandat, là, 21 km de haies, et on va recréer 21 mares. Ça a été validé, donc on va mettre ça en action à partir de cet automne. Et là, derrière, on a un enjeu de réussite par rapport à de la biodiversité, en fait. Donc, on a un bureau d'études qui va suivre l'évolution après ces plantations sur plusieurs années pour voir les effets et tout ça. Donc, c'est important de réussir tout ça. Et donc, on a le visuel, mais on a aussi des suivis biologiques, on a des suivis de qualité de l'eau, donc tout ça. Qu'est-ce qui vous a rendu fier pendant ce projet ? Participer et aider, être aidant sur de tels dossiers, je me dis, bon sang, quelle chance de vivre ça. Là, en fait, sur ces thématiques-là, ça se fait aujourd'hui et ça se voit pendant très longtemps. Parce que sur l'eau, c'est une thématique qui est sur du très long terme. On peut faire à l'instant, mais aussi on peut projeter la communauté de communes sur le long terme, on peut projeter le territoire sur le long terme. Si demain ça change d'élu, ça se fera quand même. C'est ça qui est le plus beau, puisqu'on n'est pas là pour être là tout le temps. On est tous dans le même, sur la même planète avec les mêmes problématiques. Donc quand on peut avancer sur ces thématiques-là, c'est tout gagné.
Depuis les cultures paléolithiques ou néolithiques, précolombiennes et la plus haute antiquité égyptienne, l'eau est symbole universel de fécondité et de fertilité. Dans la mythologie mésopotamienne, les eaux primordiales sont à l'origine de la création du monde et de la vie. Dans les mythologies chinoises, indiennes, africaines, polynésiennes ou américaines, le déluge est également un élément récurrent car il génère la destruction et la reconnaissance de l'humanité. Les mythologies grecques et romaines placent l'eau comme un élément primordial. L'eau unit le ciel et la terre. Elle est l'élément primordial symbolisé par le signe du Verseau, une femme qui tient une jarre versant de l'eau surmontée d'une étoile. Et du coup, qu'est-ce que vous faites plus personnellement pour économiser l'eau? Sur mon exploitation, des choses simples, pas d'irrigation et les vaches au pâturage. Sur la commune de Villeneuve, on a mis en place aussi un programme de plantation sans irrigation. On n'utilise plus une goutte d'eau sur toute la partie des services techniques, enfin toute la partie des plantations. Et est-ce que vous pouvez conseiller une action que tout le monde puisse faire en tant que citoyen qui peut vraiment faire changer les choses? La première des choses simples, c'est de pouvoir récupérer l'eau de ses chéneaux, tout ça, pour servir à l'arrosage, tout ça. Et puis, bien sûr, encourager tout le monde à faire attention quand on est en période d'arrêté comme là, où la nappe ne se remplit plus. Voilà. Mais pour être crédible, il faut faire pareil déjà, pour être incitatif. Que redoutez-vous pour le futur par rapport à l'eau? Moi, je redoute rien, puisque comme il n'est jamais trop tard pour bien faire et que je pense que cette thématique-là, elle est générale, il y a eu une prise de conscience énorme et que tout ce qui se fera dans le temps aujourd'hui sera calé par rapport à cette chose vitale en fait. Donc non, je suis très très confiant et quand je vois toute la positive attitude, je dis, qui est autour de cette thématique-là, non, là, on est dans le droit chemin, dans tout et dans les choses de bon sens en fait. Et c'est juste trop beau, donc non. Là, j'ai pas de crainte là-dessus. Non, j'ai pas de crainte. Au contraire. On a donc compris que l'eau impactait un grand nombre de secteurs, dont l'agriculture. On est allé à la rencontre de Michel Desprats, un agriculteur, pour qu'il nous parle de sa consommation d'eau et des potentielles difficultés rencontrées. Il est exploitant agricole sur la commune de Rérieux et cultive des céréales comme le maïs, le blé, le tournesol. Et d'où vient l'eau que vous utilisez dans votre exploitation? Du ciel, uniquement. Uniquement les eaux de la pluie. Voilà. J'ai fait aussi le choix de ne jamais faire d'irrigation, parce que c'est rentrer en compétition en prenant l'eau soit des rivières, soit des nappes phréatiques, une compétition avec les autres humains, et avec les autres plantes, les autres animaux. Voilà, donc c'est un bien commun qui doit être partagé et utilisé par tous. C'est étonnant, je croyais que vous aviez des irrigations ou un puits ou quelque chose pour puiser l'eau, mais ça m'a étonné que vous aviez seulement la pluie pour irriguer. C'est vrai que quand on voit dans les champs autour de nous, on voit beaucoup les machines qui arrosent les plantations. Donc c'est vrai que c'est plutôt étonnant que ce soit seulement la pluie qui arrose vos... C'est toujours étonnant de voir ces gros disperseurs d'eau dans les campagnes, mais il faut savoir que près de 90% des agriculteurs n'utilisent pas d'autre eau que celle de la pluie pour leur culture. Et quelles sont les actions qui vous demandent le plus d'eau? Alors les actions, aucune, c'est les plantes qui ont besoin de l'eau, aussi bien pour germer que se développer, et puis jusqu'au mûrissement, il y a besoin d'eau. Donc quand on compte que sur l'eau du ciel, il faut faire en sorte que la terre qui est la porteuse puisse en donner le plus possible, le plus longtemps possible, et au meilleur moment pour la plante. Au bruit des 4 saisons dont le fleuve se nourrit, l'eau devient ce son qui écrit ma poésie. D'amont en aval, son voyage rythme mes rimes, les rendant plus estivales, elles deviennent rarissimes.
Sa pureté est une source, celle de l'espoir et de la beauté. Elle connaît des turbulences depuis l'arrivée des déchets. Mon poème est pollué, pourtant j'essaye d'y remédier. Tout ce plastique présent dans l'eau l'empêche de rythmer mes mots. Et à quel problème lié à l'eau avez-vous dû faire face ? Le plus gros problème lié à l'eau, c'est soit son manque, soit son excès. Donc c'est à la fois des champs inondés quand il pleut trop, et puis des terres desséchées quand il ne pleut pas pendant très longtemps. Le mauvais temps en agriculture, c'est le temps qui dure. Ce n'est ni l'eau ni le soleil, c'est quand il y a trop d'eau trop longtemps ou trop de soleil trop longtemps. Et avez-vous des outils pour pallier à ces problèmes ? En prenant le temps de regarder et d'écouter, on doit pouvoir bien gérer même les changements climatiques. Il faudra juste mieux travailler son sol. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre centre de compostage et les bénéfices par rapport à l'eau ? Alors, le centre de compostage reçoit les déchets verts de 2 déchetteries. On a aussi 150 paysagistes qui apportent le produit de tout leur travail et une vingtaine de communes qui ont aussi des espaces verts à entretenir. Et puis, une fois que c'est arrivé sur la plateforme, tout est trié, broyé, retourné plusieurs fois de façon à éliminer toutes les graines qui pourraient devenir des herbes nuisibles dans les cultures. Et donc les agriculteurs viennent chercher tout ce produit et le mettre sur leur parcelle pour augmenter le taux de matière organique de leur sol et donc avoir des terrains qui gardent beaucoup plus longtemps de l'eau qui est disponible pour les plantes au moment où elles poussent. Le compost dans le sol, c'est une éponge. Donc quand il y en a beaucoup, il y en a beaucoup d'utilisables, en fait le sol qui n'a pas de matière organique n'a plus rien à donner aux plantes. Alors que quand j'ai du compost dans mon sol, la terre en donne beaucoup plus longtemps. Tout au long de la semaine et même en amont, c'était très enrichissant de rencontrer des personnes avec des métiers différents et donc des discours et des rapports très variés autour de l'eau. On a beaucoup appris à leur contact et on a aussi bien rigolé. Moi, ce qui m'a plu dans cette aventure, c'est d'avoir eu l'opportunité de parler avec des personnes d'horizons différents dans des lieux où nous n'avons pas l'habitude d'aller en temps normal. J'ai aussi adoré partager ces moments intenses et drôles avec mes amis. Ça nous a permis de resserrer nos liens. C'était ma première expérience de réalisation de court-métrage. Je n'imaginais pas qu'il y avait autant de travail derrière un film et qu'il fallait rester debout aussi longtemps. Je pensais que ça allait être dans un environnement plus strict, mais c'était très drôle. Big up aux commentaires de Théo qui m'ont fait beaucoup rire. Patauger dans la rivière, vagabonder dans la forêt, découvrir la nature, le territoire, des lieux improbables comme la plateforme de compostage. J'ai adoré partager toutes ces aventures avec mes copains. Cet atelier m'a permis de rencontrer des personnes passionnées par leur métier et de réaliser l'impact de l'homme sur nos écosystèmes. Et si je devais recommencer cet atelier, je le referais sans hésiter. J'ai trouvé ces 2 semaines très intenses et intéressantes. J'ai appris beaucoup de choses, que ce soit sur le sujet du film ou sur la manière de réaliser un documentaire qui est totalement différente que pour une fiction. J'espère vraiment qu'on se retrouvera pour de nouvelles aventures.